vous filmer une petite lecture du livre de philosophie de Terminal S sur la conscience, mais qui apparemment est un thème commun au L, E, S et S. Vous risquez d'entendre probablement du bruit de circulation vu que je suis en pleine ville. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce thème philosophique en commentaire. La conscience, définition élémentaire. La conscience est la faculté de se représenter quelque chose. Les êtres conscients, les animaux, les hommes ne sont pas seulement dans le monde, ils sont aussi le monde en eux, dans leur tête, dans leur conscience, ils se le représentent. Le monde est présent et la conscience le représente, le rend présent une seconde fois en nous. L'homme a non seulement conscience du monde qui l'environne, mais aussi conscience de soi, conscience d'avoir conscience. Distinguer pour comprendre. Conscience et inconscience. On peut être privé de toute conscience, par exemple être dans le coma, ou de la conscience d'un objet particulier, par exemple être inconscient du danger, ou ne pas avoir de conscience par nature, inertie ou état végétatif des pierres, des végétaux. Conscience et inconscient. Dans la théorie freudienne, l'inconscient est une partie du psychisme qui peut déterminer dans une certaine mesure nos actions à notre insu. Ici, on a plusieurs textes qui, j'ai l'impression, sont classés un petit peu par date. Donc je vais vous en lire quelques-uns. Tout d'abord, Platon. La pensée comme intériorité. En toute rigueur, on ne trouve de philosophe de la conscience qu'à partir du XVIIe siècle. Mais en définissant la pensée comme intériorité, Platon jette les bases d'une philosophie du sujet. L'âme n'est elle-même que lorsque, s'arrachant aux sollicitations du corps, elle se concentre sur ce qui lui est le plus proche et le plus familier, les idées du monde intelligible. Donc là, je commence la lecture du texte. Mais ce point-là, ne l'avions-nous pas justement établi quand nous disions toutes les fois que l'âme a recours au corps pour examiner quelque chose, utilisant soit la vue, soit l'ouïe, soit n'importe quel autre sens. Par avoir recours au corps, j'entends utiliser les sens pour examiner quelque chose. Alors, elle est traînée par le corps dans la direction de ce qui jamais ne reste même que soi, et la voilà en proie à l'errance, au trouble, au vertige, comme si elle était ivre. Tout cela parce que c'est avec ce genre de choses qu'elle est en contact. Oui, absolument. Quand, au contraire, c'est l'âme elle-même et seulement par elle-même qui conduit son examen, elle s'élance là-bas, vers ce qui est pur et qui est toujours, qui est immortel et toujours semblable à soi. Et comme elle est apparentée à cette manière d'être, elle reste toujours en sa compagnie, chaque fois précisément que, se concentrant elle-même en elle-même, cela lui devient possible. C'en est fini alors de son errance. Dans la proximité de ces êtres, elle reste toujours semblablement, même qu'elle-même, puisqu'elle est à leur contact. Cet état de l'âme, c'est bien ce que l'on appelle la pensée. C'est vraiment très beau et très vrai ce que tu dis, Socrate. Donc ça vient du livre de Platon, Phaéton, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ici, il nous fait un petit carré. À l'époque, en 399 avant Jésus-Christ, Socrate est condamné à mort. Peu de temps après, Phaéton, qui était présent, raconte les derniers moments de Socrate, au cours desquels celui-ci discute sereinement au sujet de l'âme et de l'immortalité avec ses disciples. Le deuxième texte est un texte de Descartes, La pensée comme conscience. On assimile parfois la pensée à la capacité de calcul et il n'est pas rare d'entendre soutenir qu'un ordinateur pense. C'est oublier qu'il n'y a pas de pensée sans conscience de soi et que toute pensée est d'abord essentiellement cette expérience de soi. C'est pourquoi Descartes, en étant
la pensée à tout ce qui se fait en nous, de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. Ce que c'est que penser. Par le mot penser, j'entends tout ce qui se fait en nous, de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. C'est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la même chose ici que penser. Car si je dis que je vois ou que je marche et que j'infère, je déduis de là que je suis. Si j'entends parler de l'action qui se fait avec mes yeux ou avec mes jambes, cette conclusion n'est pas tellement infaillible que je n'ai quelques sujets d'en douter, à cause qu'il se peut faire que je pense voir ou marcher, encore que je n'ouvre point les yeux et que je ne bouge de ma place, car cela m'arrive quelquefois en dormant, et la même chose pourrait peut-être arriver si je n'avais point de corps, au lieu que si j'entends parler seulement de l'action de ma pensée ou du sentiment, c'est-à-dire de la connaissance qui est en moi. Attendez, je suis perdue. Qui fait qu'il me semble que je vois ou que je marche, cette même conclusion est si absolument vraie que je n'en puis douter, à cause qu'elle se rapporte à l'âme qui, seule, a la faculté de sentir ou bien de penser en quelque autre façon que ce soit. René Descartes, principe de la philosophie. Eh ben dis donc, c'est dur à lire les textes de Descartes. Il y a un autre texte de Descartes, je suis, j'existe. Du coup je vais pas le lire, je vais vous lire plutôt le texte de Locke. Pour finir, donc la conscience, principe de l'identité personnelle. Imaginons que la conscience de Paul habite le corps de Pierre pendant que ce dernier dort et qu'inversement la conscience de Pierre se réveille le matin alors que Paul s'assoupit. Serions-nous en présence d'une seule personne ou de deux personnes? C'est ce scénario de philosophie-fiction qui donne à Locke l'occasion de s'interroger sur ce qui fait l'identité personnelle. Il nous indique que vers 1670, Locke est le médecin personnel de Lord Ashley, comte de Shaftesbury, je sais pas trop. Il persuade celui-ci de subir une opération facilement mortelle à l'époque pour lui enlever un kyste au foie et l'intervention réussit. Donc je commence ma lecture. Il n'y a que la conscience qui puisse unir en une même personne des existences éloignées et non l'identité de substance. Car, quelle que soit la substance, quelle que soit sa structure, il n'y a pas de personne sans conscience. Ou alors, un cadavre pourrait être une personne, aussi bien que n'importe quelle substance sans conscience. Pourrions-nous supposer deux consciences distinctes et incommunicables, faisant agir le même corps, l'une de jour et l'autre de nuit, et, en sens inverse, la même conscience qui ferait agir par intervalle des corps distincts? Je m'en demande si, dans le premier cas, celui qui travaille de jour et celui qui travaille de nuit ne seraient pas deux personnes aussi distinctes que Socrate et Platon. Et si, dans le second cas, il n'y aurait pas une personne en deux corps différents, tout comme un homme reste le même dans des vêtements différents. Il ne sert absolument à rien de dire que, dans les cas précédents, les consciences sont les mêmes ou diffèrent en fonction de substances immatérielles identiques ou différentes, qui introduiraient en même temps la conscience dans ces corps. Que ce soit vrai ou faux, cela ne change rien, puisqu'il est évident que l'identité personnelle serait dans les deux cas déterminée par la conscience, qu'elle soit attachée à une substance immatérielle, individuelle ou non. Si l'on accorde en effet que la substance pensante de l'homme doit être nécessairement supposée immatérielle, il n'en demeure pas moins évident que la chose pensante immatérielle peut se défaire parfois de sa conscience passée, puis la retrouver. Comme en témoigne souvent chez l'homme l'oubli des actions passées et le fait que plusieurs fois il retrouve trace de conscience passée complètement perdue depuis 20 ans. Supposez que ces intervalles de mémoire
jour et nuit, et vous aurez deux personnes qui auront le même esprit immatériel. Tout comme dans l'exemple précédent, vous aviez deux personnes avec le même corps. Ainsi, le soi n'est pas déterminé par l'identité ou la différence de substance, ce dont il ne peut être sûr, mais seulement par l'identité de conscience. John Locke, Essai sur l'entendement humain. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, puisque je regardais qu'il n'y avait pas de partie un petit peu brève, à part ce que je vous ai lu au début. Ici, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, malgré le bruit ambiant, et je vous dis à très bientôt.